On va passer à l'intervention suivante. Oui, sur Madame Hernandez-Mora. Oui. Pour passer, c'est ça. Moi, je suis beaucoup plus petite que Andreas. Bonjour à tous. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui auprès de vous sur ce sujet pas toujours simple de la place de la pornographie dans la construction psychosexuelle de mineurs et de la considérer comme une variable importante, non négligeable, dans ce modèle plurifactoriel des violences sexuelles entre eux. Alors, je vais vous parler de ma place de psychologue clinicienne. Je suis docteur en psychologie, j'ai fait une thèse sur l'addiction à la pornographie, mais je sais qu'il y a un comité qui s'est chargé de la revue de littérature. Donc, je vais surtout vous parler de mes constats et surtout de comment je comprends l'impact de la pornographie chez le mineur. Alors, pour maintenir la commission d'audition réveillée en cet après-midi chaude, je vais présenter avec un autre angle mon rapport, histoire de ne pas me répéter exactement dans la même suite du rapport. Donc, d'abord, recontextualisons. Depuis l'émergence de l'Homo sapiens, il y a plus de 300 000 ans, l'humain se développe grâce à deux mécanismes fondamentaux, socle biopsychosocial de notre survie. D'une part, la préservation de soi, instinctive, biologiquement programmée, régulée par le système de stress et les réponses de fuite et de combat au danger. Cette préservation de soi implique la pudeur, la protection de l'intégrité physique, psychique et sexuelle. De l'autre côté, la préservation de l'autre, processus plus élaboré, exigeant une transmission intergénérationnelle de savoirs affectifs, éthiques et sociaux. Elle repose sur la mentalisation, l'empathie, la compassion, la prise en charge de la vulnérabilité et la conscience morale. Voilà. Et d'ailleurs, l'éducation que nous développons auprès des enfants vise à installer durablement, de manière solide, ce double mécanisme. Or, lorsque la pornographie s'introduit dans le parcours de développement du mineur, elle vient interférer en profondeur avec ce double mécanisme, affectant leur développement sexuel et relationnel à un moment charnière de leur construction identitaire. Alors, regardons plus spécifiquement ce qui se passe. Concernant la préservation de soi, la pornographie représente en soi une rupture avec la notion du pudeur. La sexualité est exhibée, extraite de la sphère de l'intime. Les frontières de l'intime sont altérées et une désensibilisation de la gêne qui est un mécanisme de protection, s'installe. La relation intime et la connaissance de l'autre ne sont plus nécessaires pour l'agir sexuel. De plus, la pornographie en ligne actuelle, mainstream, est empreinte d'une violence physique et psychique avérée aujourd'hui dans les études de contenu. Or, le cerveau humain est naturellement configuré pour rejeter la violence et pour s'en protéger, via notamment l'activation du système de stress et la libération de substances neurochimiques comme l'adrénaline, le cortisol, etc. Ce système de stress normalement activé pour fuir ou pour combattre le danger est contourné dans l'usage de pornographie. Le jeune apprend à associer des images violentes à une expérience de plaisir. Au fil du temps, une érotisation de la violence s'installe, renforcée biologiquement par l'activation simultanée du système de récompense avec la dopamine, le système du plaisir, et le système du stress. Ce mélange d'expériences psychiques et corporelles contradictoires, autrement dit cette confusion neurobiologique entre excitation sexuelle et signaux de danger, entraîne chez certains jeunes une incapacité croissante à différencier le danger et le désir, l'aversion et l'excitation, ce qui brouille les repères internes fondamentaux pour l'équilibre sexuel, affectif et relationnel, et ce qui évidemment fragilise le socle même de la préservation de soi. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau de la préservation de l'autre.
Concernant ces mécanismes, l'exposition répétée à la pornographie contrarie la transmission de tout savoir de protection dans la sphère intime et sexuelle. Bien au contraire, la pornographie mainstream propose de manière illimitée des contenus violents, d'objectification de l'autre et une divulgation des mythes du viol. Dans une grande partie des contenus pornographiques, le désir et le plaisir sont associés à la violence envers la femme, qui, elle aime, elle prend du plaisir, elle réagit de manière positive et elle en demande davantage. À cela s'ajoute une validation sociale implicite. La législation aujourd'hui autorise tout contenu pornographique à partir de 18 ans, sauf évidemment contenu illicite, ce qui renvoie un message contradictoire aux mineurs. Ce contenu est licite, donc acceptable à terme. Selon Lluís Ballester, sociologue espagnol expert dans ce domaine, cela entretient un sentiment d'impunité implicite face à des scènes sexuelles que notre psychisme devrait condamner et rejeter. En outre, les mécanismes de compassion, de mentalisation et d'empathie, essentiels à la régulation des comportements sexuels, sont aussi mis à mal. L'usage régulier de pornographie dissocie l'excitation sexuelle de la relation à l'autre, de sa parole, de ses émotions, de ses limites. Dans cette dynamique, le plaisir devient autarcique, indépendant du ressenti ou du consentement d'autrui. L'exposition répétée à la pornographie crée donc une désensibilisation affective et une désensibilisation empathique, soutenue aujourd'hui par des études et par des corrélats neurobiologiques. Avec la pornographie, le plaisir peut être intense sans conscience de soi et sans conscience de l'autre, sans nécessité de considérer l'impact et les conséquences des gestes posés. La capacité à percevoir la douleur ou la non-consentance peut donc être atteinte. Donc, pour conclure, chez le binaire en construction, le contact régulier avec la pornographie en ligne, le contact fréquent, peut pervertir profondément le développement sain du double mécanisme fondamental de préservation de soi et de préservation de l'autre, avec un court-circuitage des mécanismes naturels de protection psychique et corporelle, une désorganisation psychique et affective en matière de sexualité et de régulation affective, une confusion psychocorporelle entre plaisir et douleur, peur et désir, stress et sexualité, et finalement un brouillage des repères essentiels à la construction d'une vie affective, relationnelle et équilibrée. Alors, par quel mécanisme tout cela s'opère ? Tel que j'ai pu expliquer bien plus longuement dans mon rapport, cela s'opère à travers d'un façonnage neurobiologique du système nerveux par la pornographie. Ce façonnage impacte la manière dont le mineur va être réactif aux stimuli sexuels externes ou internes, ainsi que la manière dont il va pouvoir moduler sa pulsionalité, avec chez certains, avec le risque d'un déploiement d'impulsivité sexuelle. Au fil du temps, le mineur peut entrer dans un processus d'accoutumance qui peut favoriser une escalade dans le contenu et dans l'intensité sexuelle recherchée en ligne, et malheureusement pour certains aussi dans des gestes ou des comportements posés hors ligne. Malgré lui, le jeune usager est en situation d'apprentissage pornographique optimum, on pourra en reparler après si vous le souhaitez, ce qui impacte ses perceptions de la sexualité, ainsi que sa sensibilité et ses goûts sexuels. Aussi, la pornographie, étant un contenu extrêmement intense pour un cerveau immature et en construction, ces images sidèrent le psychisme du mineur et envahissent son imaginaire avec des traces mnésiques qui empêchent l'élaboration naturelle et adaptée d'une sexualité qui lui est propre. Donc tout cela peut jouer un rôle important dans la reproduction des violences entre mineurs. Cependant, un des éléments différenciateurs majeurs que nous observons cliniquement entre les adolescents qui viennent nous consulter pour une addiction à la pornographie ayant commis des comportements sexuels violents et ceux ne l'ayant pas fait, semble résider dans leur niveau et leur capacité de mentalisation. La mentalisation est la capacité à se représenter ses propres états mentaux et ceux d'autrui. Elle permet de comprendre que l'autre est porteur d'une subjectivité propre, d'intentions, d'émotions, de désirs et de limites distincts des siens. Or, chez les adolescents auteurs de violences sexuelles, cette capacité est fréquemment altérée ou immature. La pornographie vient renforcer cela. En tant que contenu unidirectionnel, sans interaction réelle, elle ne sollicite ni la lecture des émotions de l'autre, ni l'inhibition des pulsions, ni la reconnaissance du consentement ou du vécu subjectif de l'autre.
Plus encore, elle favorise une objectification systématique de l'autre. Ainsi, chez les jeunes, avec une capacité de mentalisation préservée, même en cas de consommation addictive, le passage à l'acte peut être inhibé par la perception de l'altérité, la conscience des conséquences, l'identification empathique au vécu de l'autre. À l'inverse, chez ceux dont la capacité de mentalisation est compromise et abîmée, du fait de facteurs traumatiques, développementaux, psychopathologiques, etc., l'autre peut être perçu non pas comme un sujet, mais comme un objet, et cela peut faciliter l'affranchissement de l'interdit. Alors, fort heureusement, tous les mineurs exposés régulièrement à la pornographie ne deviennent pas auteurs de violences sexuelles. Toutefois, chez certains profils, cette consommation, souvent compulsive, agit comme un catalyseur en présence de facteurs de vulnérabilité, tels que les traumatismes. J'observe notamment chez mes patients des antécédents traumatiques particulièrement liés à la honte, donc du harcèlement, des humiliations, une éducation humiliante, des abus sexuels, évidemment, etc. Des troubles de la régulation émotionnelle, c'est des personnes pour qui la sexualité devient le régulateur principal, prend la place de la régulation émotionnelle autonome et saine. Et puis des troubles impulsifs. Ils sont souvent associés aussi à une sexualisation précoce, avec un contact précoce qui a été reconnu cette semaine par le Parlement européen comme un type d'abus sexuel, des carences éducatives et un terrain psychopathologique vulnérable. Le facteur prédictif le plus constant semble être l'interaction entre ces fragilités individuelles et la précocité, la fréquence et la violence des contenus visionnés. Cependant, ces profils ne relèvent ni d'un modèle unique ni d'un déterminisme. L'analyse des trajectoires de nos jeunes accompagnés montre des variabilités socioculturelles fortes. On a des jeunes de milieux très précaires, de jeunes de milieux très favorisés, des environnements familiaux très diversifiés, familles très structurées et aussi familles très chaotiques, et des corps de valeurs ou des corps religieux très variés aussi. La plupart des violences sexuelles entre mineurs que nous accompagnons se sont déroulées entre pairs dans des environnements sociaux, festifs, après l'école, dans des groupes d'amis, dans la fratrie ou dans l'entourage proche, souvent des cousins. Et souvent dans un cadre de méconnaissance des limites de la part du jeune, plus que d'une volonté destructrice. Enfin, les adultes que nous suivons témoignent, avec un recul souvent douloureux, d'une reproduction lors de l'adolescence de scènes pornographiques, vécues à l'époque sans conscience de leur dimension transgressive. Donc je conclus, la pornographie agit comme un perturbateur développemental, un amplificateur des vulnérabilités et un outil de scénarisation du passage à l'acte. Face à l'impact croissant de la pornographie sur les jeunes, les CRI-AVS et tous les acteurs de la jeunesse devons renforcer notre savoir-faire pour offrir des réponses adaptées, concrètes et protectrices aux mineurs touchés par cette hypersexualisation et notamment par l'addiction à la pornographie, aujourd'hui peu considérée en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre texte et votre présentation. Je suis toujours là. Alors vous nous avez très bien fait la démonstration que l'exposition précoce à la pornographie est un déterminant majeur de la perception à la fois de la sexualité et plus largement du rapport homme-femme. Et donc on s'est dit qu'il était absolument essentiel de pouvoir contrecarrer en fait, le message qui est envoyé par la pornographie, d'autant plus que c'est souvent une consommation qui se fait de manière très solitaire, donc sans possibilité qu'un adulte puisse commenter et donner du sens peut-être à ce que voit le jeune. Donc j'en viens à la question. Selon vous, quel devrait être celui ou celle ou ceux qui devraient être porteurs de ce message pour pouvoir, encore une fois, apporter un contre-discours à cette pornographie? Est-ce que c'est aux parents de le faire? Est-ce que c'est à un tiers? Est-ce que c'est à l'école, aux associations? Au risque peut-être que ce soit moins audible ou de provoquer peut-être une sensibilité, comme nous en entendons régulièrement. Merci beaucoup pour votre question. Alors, avant de répondre, je vais juste préciser quelque chose. C'est que quand un jeune consomme de la pornographie, en effet, il apprend des choses, parce que la pornographie raconte des choses. Donc, c'est essentiel qu'il y ait un discours critique envers ce contenu. Mais le jeune, comme j'ai expliqué, aussi, il façonne sa sensibilité corporelle, vraiment, à la sexualité. Et donc, il ne suffit pas d'une éducation verbale sur ces sujets. Il faut carrément protéger les mineurs de
apprendre et se sexualiser en même temps qu'ils découvrent la pornographie. Ça, c'est vraiment un enjeu important pour une stabilité psychosexuelle derrière et à l'avenir. Et alors, concernant les intervenants, alors là, on est clairement exposé face aux inégalités qui existent entre les familles. Il y a des parents qui se sentent prêts, qui sont... Vous savez, nous, on propose souvent des conférences dans les écoles, et quand on intervient dans les écoles, ensuite, on propose, histoire de créer un lien entre les adolescents et les parents, et qui après, ensuite, le week-end, ils parlent entre eux à la maison. On se dit, le matin, on va voir les ados, et le soir, on fait une conférence pour les parents. Les conférences sont assez vides. Et c'est assez surprenant. C'est-à-dire que les parents, soit ils pensent qu'ils ne sont pas concernés, soit c'est un sujet qui les dépasse véritablement parce qu'eux, ils n'ont pas reçu tous ces dialogues et ces échanges avec leurs propres parents. Il y a quelque chose de transgénérationnel aussi autour de l'abordage de la sexualité dans les familles qui est là. Mais en tout cas, voilà, c'est très difficile de mobiliser des parents. Donc, moi, je pense qu'il faudrait faire des campagnes de sensibilisation nationale pour les parents, de proposer des formations pour les parents, au-delà des éducateurs dans les écoles. Il y a beaucoup de parents qui vont empêcher que leurs enfants aillent dans les interventions scolaires à l'école parce qu'ils ne font pas confiance à l'organisme qui intervient. Donc voilà, donc on est face à une problématique qui a un aspect idéologique, qui a un aspect moral qui est associé, et donc les parents peuvent avoir peur, peuvent mettre un veto, peuvent être ça. Donc voilà, donc c'est un sujet qui est difficile. Donc pour moi, ça passe vraiment déjà par une prise de conscience nationale que la pornographie est un produit à risque pour notre société, pour les enfants. Donc ça déjà, si on ne considère pas un produit comme un produit à risque, on ne fait pas de la prévention et de la protection. Donc déjà, il faut reconnaître ça. Ensuite, ce serait bien de sensibiliser la population et donc notamment les parents en disant, voilà, vous avez une vraie responsabilité, ça va être une belle occasion pour vous d'aborder ces sujets avec vos enfants. Et donc, on va vous former. Donc, organiser des conférences, des formations dans les mairies, etc., pour accompagner les parents. Et alors après, est-ce qu'il faut aborder ça à l'école? Oui, bien sûr. Enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment intervenir. Moi, je dis souvent dans les modules d'affectivité sexualité. Alors moi, je ne suis pas experte de l'éducation, hein, mais j'ai travaillé avec beaucoup. Et parfois, il manque un vrai module sur le sujet, que sur le sujet de la pornographie. Ce n'est pas un aspect relatif, de plus, un petit aspect. Non, c'est un aspect central dans la construction de la sexualité aujourd'hui des jeunes. Donc, il faudrait un module complet. Et pour ça, il faut former les éducateurs qui, même s'ils sont à peu près sensibles à l'impact de la pornographie, je pense qu'ils ne sont pas encore complètement sensibilisés à tous les enjeux de la pornographie. Merci. Encore le temps pour une question, je pense. Oui. Madame là-bas. Ouais. Oui, bonjour. Martinis, thérapeute familiale, et oui, je m'occupe de ce type de situations depuis de nombreuses années. Oui. Je voulais une précision et un commentaire, si vous voulez bien, sur la décision du Parlement européen du 17 juin. Et récemment, la sexualisation précoce, avez-vous dit, est reconnue comme abus sexuel. Mais c'est une mauvaise traduction de l'anglais, je suppose. Abus sexuel, vous voulez dire agression sexuelle ? Voilà, parce qu'il y a des problèmes de vocabulaire toujours sur ces sujets. Et agression, on comprend ce que ça veut dire, quoi. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, alors en 2022, je suis intervenue au Parlement européen parce qu'ils m'ont questionné sur comment la pornographie impactait l'enfant, au-delà de l'adolescent, vraiment l'enfant. Et donc basé surtout sur l'expérience scientifique, mais surtout sur l'expérience clinique des patients. Et moi, ce que j'ai beaucoup observé, c'est que les mineurs qui viennent me voir avec une compulsivité grave installée depuis longtemps, ils ont contacté la pornographie la plupart du temps en phase prépubère et qu'on retrouve chez eux des symptômes qu'on peut retrouver, des symptômes de sidération traumatique en fait, avec des troubles du sommeil, avec un envahissement psychique de ces images, avec un figement corporel, avec une masturbation compulsive pour calmer l'effet corporel que ce premier contact a créé en eux. Donc on retrouve quelque part des aspects qu'on peut retrouver chez des personnes qui ont subi d'autres types d'agressions. Et donc, il y a, à mon sens, j'invite les chercheurs qui veulent m'accompagner dans ce domaine, vraiment à explorer davantage et avec une bonne méthodologie, étudier, parce qu'on a beaucoup, moi j'ai énormément d'observations cliniques sur ce sujet, notamment chez les adultes qui viennent après 20 ans, 30 ans d'une addiction très grave. Quand j'explore les origines de l'addiction, c'est souvent en phase prépubère ou pubère, en tout cas très jeune, à des moments où leur psychisme ne peut pas intégrer ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant aussi, et ce qui arrive dans d'autres types d'agressions sexuelles,
notamment par exemple quand l'agression sexuelle vient par quelqu'un de la famille, c'est qu'il y a un chaos qui s'installe chez l'enfant entre sécurité et sexualité. Celui qui me sécurise abuse de moi, par exemple, non entre plaisir et terreur, entre désir et dégoût, parce que les enfants qui découvrent ça, en même temps, ils ont une curiosité incroyable, en même temps, ils se disent « mais c'est dégoûtant, qu'est-ce qui se passe là ?» Ils ont même peur du corps, peur de la sexualité à venir. Donc en fait, il y a un mélange affectif et émotionnel avec lequel ils grandissent si on n'intervient pas et si on ne parle pas justement à temps, qui tente de résoudre avec la compulsivité. Donc cette fameuse compulsivité, ou en tout cas restitution traumatique, Freud en a beaucoup parlé d'ailleurs il y a longtemps, c'est vraiment comment voilà, la personne va tenter de se réexposer pour digérer et intégrer ce qui se passe. Voilà. Donc oui, le contact précoce, pour moi c'est une grande avancée, même si après on va voir comment ça s'applique concrètement, mais que le contact précoce soit considéré un type d'agression est absolument nécessaire parce que c'est véritablement une agression pour le psychisme des enfants. Merci beaucoup. Désolée, on va être obligé d'arrêter les questions. Ah, une petite dernière rapide. Bonjour, Savannah Lemoualik, étudiante en classe de seconde générale et actuellement en stage au comité interministériel de la santé. J'aurais une question, ça serait le contact régulier au contenu pornographique peut-elle affecter sa vision d'un vrai rapport sexuel ? Et est-ce que ça pourrait l'amener à reproduire des scènes de violence sur son partenaire pendant l'acte ? Oui, malheureusement. Oui. Alors, oui. Il faut que je résume. Comment ? Oui. La question, c'est que les jeunes découvrent la pornographie très souvent avant même d'avoir découvert leur propre vie sexuelle, avant même d'être à des stades de développement psychosexuel, eux-mêmes, ils sont prêts à vivre des contacts sexuels. Donc en fait, la pornographie, elle vient, on va dire, presque pirater, envahir l'imaginaire du jeune qui n'a pas d'autres référentiels à l'intérieur de lui parce qu'il n'a pas eu le temps de déployer le sien propre avec son identité propre. Donc il est envahi par ces contenus-là et il y a une sorte de une manque de flexibilité qui est là, psychologique, érotique presque, où le jeune ne sait plus trop comment être sexuel si ce n'est pas en reproduisant ce qu'il a appris par la pornographie, parce qu'il n'a pas connu autre chose. Il n'a pas eu l'espace de construction psychosexuelle pour pouvoir se dévoiler et se découvrir et construire autre chose. Donc en effet, malheureusement, lorsque la pornographie est consommée de manière répétée et que l'apprentissage s'opère, on retrouve aujourd'hui, et aujourd'hui dans les écoles, c'est clair, dans le rapport je mets plusieurs exemples, des reproductions pornographiques et des gestes pornographiques, notamment on parlait des viols en groupe ce matin. En Espagne, la justice espagnole est très inquiète parce que le nombre de meutes, de viols en groupe est en train de monter de manière exponentielle dans le public adolescent. Et ça, une des hypothèses principales, c'est que c'est une reproduction des contenus pornographiques où la sexualité groupale est courante. Merci beaucoup. On va passer à la suite. Donc, merci beaucoup à nos 3 experts.